Bonjour Michel, Bonjour, bienvenue dans bonjour Paul. les Leaders sans frontières, dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir ici dans les locaux d'Archetype. D'Archétype Vietnam, ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es? Je m'appelle Michel Cassagne, je suis originaire de Toulouse, du Lauragais exactement, Sagitien. Mes origines sont dans le Lauragais. Pays pauvre, très pauvre. J'ai voulu être architecte très jeune. Je me suis formé à travers l'école d'architecture, bien sûr, mais aussi avant chez les scouts. Et puis pas mal de cabanes dans les arbres. Et puis j'ai goûté à la découverte des autres, en fait, par une année de césure au Portugal pendant mes études, et où j'ai travaillé au sud du Portugal et puis au Maroc également. Et ça m'a donné envie de travailler ailleurs, en fait, de travailler pour les autres ailleurs et découvrir un peu le monde. Et voilà. Et donc je suis en Asie depuis 25 ans maintenant. Et je devais initialement aller au Chili et j'ai atterri à Hanoï. Voilà, c'est pas la même direction. Trompé de sens. Mais le hasard fait bien les choses, toujours. Très bien. Et aujourd'hui, donc, tu diriges la branche Archetype. Alors aujourd'hui, je suis directeur général de Archétype Vietnam, Cambodge et Laos. Donc je couvre les trois pays. On a un gros bureau ici à Ho Chi Minh City, d'environ 100 personnes. Un autre bureau à Phnom Penh avec 80 personnes. Et puis au Laos où j'ai personne. On gère le Laos du Cambodge ou du Vietnam. Tout dépend des bureaux. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur... j'aimerais qu'on revienne juste sur ton parcours initial, tes études à Toulouse, et ce choix qui a été le Chili, finalement l'Asie. Est-ce que tu peux nous expliquer? L'architecture, c'était certain. Euh, je me suis posé initialement la question comment construire. Et venant d'une terre pauvre, comme je l'ai mentionné, le Lauragais, où c'est la terre crue qui prédomine, je me suis intéressé à la terre crue. Donc j'ai travaillé avec un architecte à l'âge de 16 ans, qui s'appelle Joseph Colzani, qui est installé à La Valette, à côté de Toulouse, dans la banlieue de Toulouse, et qui faisait de l'architecture de terre crue. À l'époque, c'était vu comme les anciens hippies qui faisaient ça. Mais moi, j'ai trouvé un intérêt déjà écologique. À l'époque, l'écologie, c'était assez nouveau. On parlait plutôt, c'était plutôt les pique-niques qu'autre chose. Maintenant, ça a changé dans la mentalité générale. D'ailleurs, ça devient des challenges pour l'avenir de la planète, hein. On est obligé maintenant d'être conscient de ce qu'on fait et d'utiliser des matériaux qui soient le plus proche du carbone zéro, comme on dit. Ça, c'est la mode. À l'époque, on parlait même pas de carbone zéro. Et donc, j'ai travaillé à l'âge de 16 ans à faire des briques en terre crue. Donc, c'est pas que le dessin, c'est aussi la réalisation. C'est ce qui me plaisait aussi dans l'architecture. Et donc, voilà, c'était tester des nouveaux matériaux. On a fait un des premiers murs en pisé avec du chanvre séché. On éteignait de la chaux vive pour remplacer le ciment. Donc, on essaie déjà de trouver des matériaux et des techniques qui prennent tout ce qu'on avait autour de nous sans aller importer, sans aller transformer. Voilà, ça c'était un peu pionnier, on va dire. Et puis par ces échanges, enfin par le travail chez cet architecte, il y avait un réseau à l'époque d'architectes de terre crue. On était une quinzaine dans le monde, donc c'était pas très gros. Il y avait un Suisse qui travaillait à Séville, il y avait un Portugais au sud du Portugal et qui travaillait au Maroc. Il y en avait deux ou trois en Angleterre. Puis après, il y avait l'Iran, le Yémen, enfin tous ces pays où ils ont une culture, et l'Afrique, tous ces pays où ils ont une grosse culture, une grande culture de l'architecture de terre crue. Et puis il y avait aussi des architectes en Amérique du Sud, au Chili notamment, où je devais aller travailler après mes études. Mais c'était un tout petit réseau et je les ai découverts lors d'un colloque qu'il y avait eu, je crois que c'était à Avignon à l'époque, en 87 ou 8, tu vois, ça date, hein. Et voilà, et ça m'a donné envie, donc je me suis dit, après mes études, je continuerai dans ce parcours-là. Et donc j'ai fait une année de césure. Après, à l'époque, les études d'architecture, il y avait le DEFA, c'était 2 ans, et après il y avait le DPLG, 4 ans. Donc j'ai fait mon DEFA en 3 ans et pas en deux, parce que je travaillais en même temps, j'avais pas d'argent. Euh, et donc j'ai profité d'une bourse européenne qui s'appelait Leonardo à l'époque, hein, qui donnait une petite bourse pour avoir une expérience à l'étranger. Personne ne demandait le Portugal.
tout le monde demandait l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Et donc j'ai eu ma bourse pour aller travailler au Portugal. Donc j'ai rejoint cet architecte qui faisait la terre crue à Albufeira, au sud du Portugal, dans l'Algarve. Et ça s'est très très bien passé. Et j'avais déjà l'expérience, j'avais 4 ans d'expérience déjà, ou presque 5 ans d'expérience dans la terre crue. Et pour lui, c'était une aubaine d'avoir un jeune architecte qui savait déjà dessiner, qui savait déjà les techniques. Et donc, avec lui, on a fait énormément de projets. Je suis allé à Marrakech où on avait des rénovations de Riyad à l'époque pour le patron des montres Swatch, c'était notre client. Enfin, voilà. Donc, on a eu des projets incroyables comme ça où il y avait la partie de dessin, il y avait la partie chantier. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans l'architecture, c'est pas que le dessin, c'est aussi la réalisation. Ouais. Et puis, toutes les difficultés que ça comprend, la barrière de la langue, l'apprentissage euh, des maçons, des charpentiers, des serruriers, tout ça. Et puis l'échange, c'est pour ça en fait, hein, c'est un échange. Et puis quand tu es architecte, tu as la vision, tu vois le produit fini dans ta tête, mais le maçon ne le voit pas. Donc c'est comment transmettre ça, c'est pas toujours facile. En plus, quand tu parles pas la langue, voilà, il faut transmettre. Ça passe beaucoup par l'émotion, ça passe beaucoup par la façon dont on discute avec les gens, dont on demande les choses. Et puis j'ai appris une chose la plus importante dans ma carrière, c'est l'écoute en fait. Il faut écouter les gens. C'est aussi simple que ça en fait. Mais c'est pas si simple, hein. Quand tu arrives en tant que jeune architecte au Portugal, puis après au Maroc, Ouais. qu'est-ce que tu mets justement comme méthode en place pour arriver justement à communiquer, à écouter ces personnes? Observer et écouter. Donc il y a l'œil, il y a l'oreille. Moi je suis pas cuisinier, mais les cuisiniers utilisent l'odorat aussi. J'ai toujours fait une comparaison entre les chefs et les architectes. On a un métier qui est quasiment similaire. On peut pas s'en passer, il nous faut un abri, il faut manger. C'est naturel, c'est humain pour l'homme. Et on utilise, c'est la même méthode en fait. Un cuisinier, il commence il faut qu'il sache savoir faire le marché, où acheter ses carottes, ses salades, sa viande. Et puis après, il y a tout l'art de mettre tout ça ensemble, la cuisson, le temps de cuisson. Et puis après, la grosse différence entre le cuisinier, enfin le chef et l'architecte, c'est le temps. On n'a pas du tout la même notion du temps en fait. Et ce qui m'a aussi appris en architecture, d'être patient. Quand on est architecte, il faut être patient, très très patient. Parce que le jour où on rencontre un client, enfin quelqu'un qui a un projet, et entre ce moment-là et le moment où on donne les clés du bâtiment, il se passe 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc il faut être patient, il y a tout un processus, il y a énormément de gens impliqués dans le processus, plus qu'un chef. Il a ses cuisiniers, c'est tout. Mais la méthode est très similaire et j'adore discuter avec les chefs en fait. J'adore ça. Et j'adore regarder Top Chef. Pour prendre des méthodes de management? Oui, aussi, oui, parce que ils ont, et on le voit, hein, ils ont des méthodes de travail complètement différentes, une approche, des goûts, une sensibilité. Et on se rend compte que la créativité, elle est sans fin, en fait. Et il faut toujours qu'on se réinvente. Et tous les jours, quand le soleil se lève, il faut se réinventer. C'est ça le secret. Et puis, il faut savoir se réinventer. Et Voilà. comment tu fais pour te réinventer aujourd'hui? Faut oublier ce que tu as fait la veille. C'est un peu, enfin, c'est pas oublier, c'est apprendre de ses erreurs, savoir être humble. Ça, c'est important, surtout ici en Asie. Et puis, c'est ce que j'aime bien, enfin, c'est la raison pour laquelle aussi je suis resté en Asie. C'est que surtout dans les pays comme le Cambodge, Laos, euh, Birmanie, tous ces pays-là où le bouddhisme est encore très bien ancré, il y a cette notion de karma que j'adore, qui est en fait toujours travailler pour atteindre la perfection, qui n'existe pas et ils le savent. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu es toujours en quête d'une chose qui est indéfinissable. Et pour un architecte, c'est le summum. Parce que tu sais très bien que tu vas pas arriver à la perfection, mais l'effort, c'est la beauté en fait. C'est ça. Et la beauté, je pense que
on a toujours un problème pour définir la beauté. Qu'est-ce que la beauté? C'est très subjectif. On en parle dans la mode, par exemple, on en parle dans beaucoup de métiers. Être architecte, c'est être artiste aussi, hein. Hmm. Et on parle des effets de mode aussi. Et on parle des effets de mode. Dans l'architecture, on va dire, de star, moi, j'ai jamais voulu faire l'architecture de star. Ça n'a jamais été une motivation. Qu'est-ce que tu appelles l'architecture de star? C'est soigner son ego, tu vois, être publié. Dans ma carrière, j'ai rencontré Stark, Foster, enfin, j'ai rencontré ces gens-là. Et ouais, ils ont un ego énorme, hein. Après, bon, c'est bien, ils ont plus de enfin, ils pensent avoir plus de liberté. Je pense qu'ils en ont, parce qu'ils ont un nom et forcément ça aide, mais la contrepartie, je l'aime pas. J'aime pas la contrepartie d'être une star, d'être tout le temps. J'aime pas ça. L'exposition, je pense pas que je pense que ça abîme un peu l'approche de l'architecture, hein. On était sur ta première expérience au Portugal, au Maroc. Tu nous as parlé du Chili aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives en Asie? Je suis un fataliste en fait. Je suis un fataliste et je pense que et c'est aussi pour ça que j'aime l'Asie. Donc je reviens un peu sur, sur cette partie du bouddhisme où tu contrôles pas tout et puis il faut pas vouloir tout contrôler. Et le fatalisme, c'est un peu ça aussi. Donc, comme je disais, on avait un réseau quand je travaillais chez Colzani, puis après je suis allé au Portugal avec José Alberto Martins de Almeida. Il y avait ce réseau d'architectes, et puis donc il y avait cet autre architecte au Chili, produisait pas mal, et donc je me suis dit, quand je finirai mes études, j'irai bosser chez lui, donc je vais faire le tour de tous les architectes d'architecture de terre crue dans le monde. Voilà, c'était un peu ma feuille de route à l'époque. Et donc, je finis mes études à l'école d'architecture de Toulouse. Je postule pour un boulot chez l'architecte au Chili. Et il me dit pas de problème, mais par contre, tu peux pas venir de suite. Il faut que tu attendes 6 mois. À l'époque, on communiquait par fax, hein. Donc, c'était pas lettres et fax. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'était pas si rapide que ça. Et puis, ma professeure d'urbain, parce que j'ai fait urbain en 2 dernières années d'archi, je me suis spécialisé en urbanisme, m'a demandé de faire une mission assez courte à Hanoï parce que l'ancien maire de Toulouse, Dominique Baudis, journaliste sur FR3 à l'époque, qui était devenu maire de Toulouse, son père était déjà maire, Pierre Baudis, le fils avait repris un peu la suite, était venu au Vietnam en 86 ou 7, je sais plus. Il était un peu le VIP d'Airbus à l'époque, Toulouse fabriquant l'avion. Tout à fait. Voilà, il partageait les voyages d'Airbus pour faire un peu de diplomatie au Vietnam qui venait de s'ouvrir à l'époque. Et pendant ce voyage-là, des députés vietnamiens ont glissé à Dominique Baudis le fait qu'il y avait des gens qui voulaient détruire la vieille ville, hein, le quartier des 36 rues, pour en faire un quartier super moderne, parce que le Vietnam se réveillait, il fallait donner une image moderne de la ville, et donc il y avait un projet effectivement de détruire, hein, tout autour du lac Hoan Kiem, toute la vieille ville vietnamienne. Avec ses compartiments, ses vieilles maisons. Et donc, Dominique Baudis, en rentrant à Toulouse, a appelé le directeur de l'école d'architecture, qui a appelé ma prof, qui m'a appelé en disant: hop, tu pars à Hanoï, on n'a pas de sous, donc tu te démerdes. Donc, je suis allé à Paris chercher me faire sponsoriser le voyage par l'association des briquetiers de France en me disant que j'allais faire une étude sur. Bref. Et je suis parti en Ilyushin, en passant par Moscou. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vols qui allaient à Hanoï direct. Enfin, il y en avait pas enfin, il y avait l'Air France, je n'avais pas les moyens. Et me voilà parti Paris-Moscou, Moscou-Hanoï. J'étais le seul blanc dans l'avion. Et voilà. Et donc, je suis arrivé en novembre 97 à Hanoï. Et donc, j'ai monté une collaboration entre l'architecture de Toulouse et l'architecture d'Hanoï, qui existe toujours d'ailleurs. Et puis après, on a commencé à travailler avec les gens de la ville d'Hanoï sur la problématique de la conservation du quartier et d'embellissement, justement pour éviter la destruction. Ce qui a été le sujet de mon diplôme de fin d'études d'ailleurs. J'ai fait mon diplôme de fin d'études là-dessus.
Et puis j'ai fait quelques publications après parce qu'il y avait un laboratoire de recherche à l'école d'architecture de Belleville à Paris qui faisait un peu la même chose. Donc on était 4 ou 5 étudiants à travailler là-dessus. C'était les premières études, il n'y avait rien. Les Vietnamiens n'avaient pas beaucoup produit. À l'époque, j'avais retrouvé des plans, des relevés des archéologues français qui traînaient au fond d'une étagère à la bibliothèque. Enfin bref. Donc essayer de sauvegarder un peu tout ce qui avait été laissé à Hanoï, puis étayer tout ça, et puis faire en sorte que, enfin, mettre une étude en place pour montrer aux Vietnamiens que en fait l'architecture vernaculaire, ça fait partie de leur passé, comme l'architecture française d'ailleurs, et qu'il fallait la conserver parce que ça, il y aura un attrait touristique un jour. On le voit aujourd'hui, hein, les gens visitent à Hanoï et regarde, ils y vont aussi pour l'architecture qui a laissé des traces et qui fait le charme de la ville. Donc c'est pas que l'architecture française, il y a l'architecture vietnamienne, l'architecture chinoise. Quand on va à Hoi An, Hoi An n'était pas classé UNESCO à l'époque, ou était en train d'être classé à l'UNESCO à l'époque. Et j'ai eu la chance de dessiner un des premiers hôtels à Hoi An, le Victoria. Donc j'ai fait les dessins en 98 à Hanoï. Et quand je suis allé visiter le terrain, je suis arrivé à Hoi An. À l'époque, il fallait 2 heures et demie pour faire Da Nang Hoi An, par la petite route là, qui passe le long des montagnes. Et j'arrive à Hoi An, il n'y avait pas un touriste, c'était encore la vieille ville. Et puis on m'a dit, bah, il y a un bout de terre là-bas sur la plage Quada, et c'est là qu'on va faire le projet. On va faire un projet d'hôtel. Et puis voilà. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Et donc du coup, je suis jamais allé au Chili, puisque je devais rester 6 mois à Hanoï, et puis je suis resté 2 ans. Qu'est-ce qui te frappe, qu'est-ce qui t'interpelle quand tu arrives au Vietnam en 98? Waouh, à l'époque, il y avait plus de lumière dans la ville à 9 h du soir, hein. Donc c'était encore, il y avait pas de il y avait plus de couvre-feu, mais pas loin, hein. Tout le monde était à vélo. Il y avait quelques voitures, c'était les premières Toyota, mais il y avait des vieilles voitures russes là, les Volga là. La ville était toute petite, hein. Moi je me rappelle, j'allais pêcher sur la rivière. Maintenant c'est la première ceinture de Hanoï. C'était une rivière. Enfin, il y a toujours la rivière d'ailleurs. Enfin, ça ressemble à un égout aujourd'hui. Mais je traversais les rizières pour aller pêcher là, à l'époque. Euh, donc c'était une ville de taille assez petite, quoi. C'était plus petit que Toulouse. Maintenant, c'est beaucoup plus grand que Toulouse. Euh, et, et puis la nourriture, les gens, ils sortaient du communisme, ils n'avaient pas vu d'étrangers. Et ça, ils posaient des questions choquantes à l'époque. Quel type de question? Combien tu gagnes? Ils voulaient savoir combien, voilà, ils voulaient comparer un peu leur niveau de vie par rapport au niveau de vie des étrangers. Ouais, des questions très très bizarres. Enfin, bizarres pour moi, hein, pas bizarres pour eux. Ils ont baigné dans une société où chacun se contrôle, enfin, où il y a un contrôle permanent de l'un de l'autre, mais en même temps qui crée par exemple, la cellule familiale est hyper importante. Et ça, c'est des choses qui m'ont plu. Être accueilli par des familles, hein, manger avec eux, et la curiosité qui allait avec. Et donc ça, c'était ouais, puis c'est un autre monde. La température, hein, la langue, hein, la nourriture, enfin, tout était différent, quoi, vraiment tout. Tu fais 2 ans au Vietnam et là tu changes à nouveau. 2 ans au Vietnam, je rencontre une Australienne et je la suis. Et je la suis à Melbourne. Donc j'arrive à Melbourne en juillet 99. De toute façon, c'était mieux que je. À l'époque, il y avait pas. On était le seul cabinet étranger. C'était le cabinet Cochin à l'époque, hein. Donc c'était un cabinet de représentation d'un architecte parisien qui avait ce cabinet-là à Hanoï parce qu'il devait faire l'extension de l'ambassade de France, et c'était le seul cabinet voilà. Donc c'était assez limité. J'ai fait le design du Victoria Hoi An. J'ai fait la rénovation, l'extension du Victoria Sapa. Donc j'allais à Sapa, je prenais le train Sacrée aventure. de nuit en 98, de nuit. Où quand j'arrivais dans le train, il y avait le contrôleur qui venait, il me donnait un matelas, parce qu'il n'y avait pas de matelas sur les wagons-lits. Il y avait pas, tu dormais à la dure, hein.
avec un train qui barlotait comme ça. Il fallait toute Qui la allait à nuit. combien de kilomètres heure de moyenne C'était 30-35 km/h. Puis on s'arrêtait à Yenbai, à la prison. Il y avait une prison, on y allait toujours d'ailleurs. Et là, on s'arrêtait, ils déchargeaient les prisonniers, ils en rechargeaient d'autres. Puis on continuait jusqu'à Laokai. On arrivait au petit matin à Laokai. Et on prenait un vieux fourgon dans les lacets qui remontait à Sapa. Et à Sapa, j'étais le seul étranger avec le directeur du Victoria à l'époque, hein, Claude Ballon. Et j'ai fait ça pendant presque un an. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant donc, Victoria Oyan, Victoria Sapa, le chantier. J'ai fait la fondation Fond à l'époque sur le lac Otay. Bon, quelques chantiers comme ça, donc c'était assez intéressant, mais bon, c'était assez limité. Et je me suis dit que bon, le Vietnam c'était bien, j'avais découvert, mais bon, j'allais pour apprendre en tant que jeune architecte, c'était peut-être pas le mieux. Et bon, puis j'ai rencontré une Australienne, et puis je l'ai suivie à Melbourne, et puis là, à Melbourne, c'est quand même une autre dimension. Et j'ai rapidement trouvé du travail chez un architecte qui montait, alors du coup, qui est devenu une star d'ailleurs, James Bailey. Donc j'ai commencé à bosser avec lui. J'étais le seul étranger. Ah non, j'étais pas le seul étranger. Il y avait un Allemand qui bossait avec lui aussi. Et donc là, j'ai fait pas mal de projets sur Melbourne. Et sa femme étant architecte chinoise, il commençait à faire des concours sur la Chine. Et j'ai pris la direction d'un concours qu'on a gagné. Et donc, du coup, James m'a dit, bah, Michel, tu vas à Shanghai ouvrir le bureau. Donc, j'ai fait les allers-retours pendant un an, ou un an et demi, Melbourne, Shanghai, pour aller ouvrir son bureau d'archi à Shanghai. Ça, c'était en 2001. Et quand on arrive en. C'est 2000, la différence entre l'Australie, la Chine, pour un architecte français. À l'époque, Pudong, donc moi, j'ai fait le projet que j'ai gagné, c'est un bâtiment sur Pudong. Pudong, il y avait des rizières, hein. Il commençait la tour Qingmao. Donc il y avait le Boon de l'autre côté de la rivière, et puis tu avais Pudong qui était encore une rizière et qui se construisait. Et là, on voyait le potentiel, c'est-à-dire que j'étais amené à faire des projets d'une telle ampleur. En France, j'aurais jamais eu cette opportunité-là, jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je suis resté en contact avec les gens avec qui j'ai étudié à Toulouse, qui sont restés à Toulouse, qui sont toujours architectes à Toulouse. Ils ont pas construit, enfin, ils ont jamais eu autant, enfin, ils ont jamais eu des opportunités que moi j'ai eues en étant dans ces pays en voie de développement et par l'échelle des projets, par la complexité des projets. Et c'est ça qui est excitant, quoi. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin et puis allez hop, on y va. Tu fais 2 ans chez Brearley Architect James Ray à BAU, ça s'appelait, ouais. Ça s'appelle toujours BAU. et après tu pars. J'ai fait 2 ans où je faisais 80 heures par semaine. Tu vois, on est 35 heures en France. Puis après, je me suis mis à mon compte en indépendant, en fait. Et puis, j'ai fait une maison à Noussa. J'ai fait une grande maison à Noussa. Ça a pris 2 ans et demi de ma vie où j'ai eu carte blanche d'un client, où je suis allé jusqu'à dessiner les poignées de porte. Ça, c'était génial. Ça m'a reposé un petit peu aussi. Les 2 ans chez James, avec mes allers-retours Shanghai-Melbourne, ça m'a un peu fatigué. Ça m'a dû d'ailleurs ma relation avec mon Australienne que j'ai perdue. Voilà. La relation s'est arrêtée. On se voyait plus. On se voyait pas beaucoup d'ailleurs. Voilà, et puis après, entre-temps, donc moi je faisais ma maison dans le nord de l'Australie, à Noosa, et puis François Magnier, que j'avais rencontré à Hanoï à l'époque, il était chez Cochin, et après il avait monté une autre boîte, Sassi Delta. Entre-temps, on avait monté Archétype avec Jean-François Chevance, avec qui je bossais chez Cochin, qui lui dessinait le Victoria de Siem Reap. Donc on était assis tous les deux, moi je dessinais le Victoria Oyan, lui dessinait le Victoria Siem Reap. Moi, quand je suis parti en Australie en 99, Jeff est parti au Cambodge. Et puis, François a créé sa Delta, ça s'est pas trop bien passé. Et après, il a décidé de créer Archetype en 2002. Et donc, en 2002, il m'appelait tous les 2 mois, la nuit, parce qu'il oublie le décalage horaire. Et en me disant, viens nous rejoindre, on a monté Archetype. Et puis, voilà. Puis en 2004, en rentrant en France, je me suis arrêté voir ce qu'était Archetype. Et puis ça m'a plu, et puis voilà, donc j'ai joué un archétype en 2004, et depuis, l'aventure continue.
L'aventure commence à Archetype en 2004. Tu vas au Vietnam, tu vas au Cambodge. On avait commencé vraiment Archetype à Hanoï en 2002, donc François avait commencé en 2002. Moi, quand je suis arrivé en 2004, il y avait tellement de boulot qu'on faisait deux shifts. Il y avait un shift de 6 heures à 2 heures et de 2 heures parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter assez d'ordinateurs, et puis on n'avait pas la place. Donc on avait deux shifts d'architectes, des architectes qui bossaient le matin, et les architectes qui bossaient le soir pour pouvoir produire tout ce qu'on avait à produire. On était le seul cabinet d'archi de cette ampleur-là à l'époque. Et puis on a commencé à faire l'engineering, on a commencé à faire du project management. Enfin voilà, à la demande du client. Hein, c'était pas une volonté initiale. Ça a été, on a grandi organiquement avec le marché en fait, avec la demande. Comment vous faites pour vous renforcer, pour créer votre équipe, pour recruter justement des Vietnamiens, des Cambodgiens, etc. À l'époque, faire venir des Français au Vietnam, c'était difficile, hein. Très très difficile. Déjà le Vietnam, c'était loin. Bah, avec la création Internet, enfin avec Internet, ça a aidé, mais il y a quand même toujours cette barrière culturelle. Et puis les Français, c'est pas des gens qui s'expatrient, hein. Enfin, aujourd'hui, ça a changé énormément, mais il y a 20 ans, les Français, c'était les derniers à vouloir s'expatrier. Les Allemands l'ont fait bien avant les Français, les Anglais, les autres, mais les Français, ils ont toujours du mal à quitter leur plancher des vaches et leur région natale. Ça peut se comprendre. Tu fais de 2004 à 2012 au Vietnam. Et après, 2004-2012 au Vietnam, à Hanoï. On a eu une crise en 2008. Enfin, il y a eu la crise 2008 en Asie. Et après, une autre crise en 2011 interne au Vietnam pour réguler ce qui se passe en ce moment aujourd'hui. Ça s'est passé en 2011 au Vietnam. Hein, c'est pas nouveau. C'est un cycle comme ça où le gouvernement, à un moment donné, décide d'aller nettoyer un petit peu le milieu. Et donc, il y avait comme ça un blocage. En 2011, il y a eu un gros blocage. Et donc, l'activité baissait énormément en 2011. Enfin, ouais, 2009, 2010, 2011, c'était pas des super. C'était un peu des années un peu charnières. Et par contre, le Cambodge commençait à se développer. Et puis, on venait de signer, enfin, on allait signer l'extension de l'aéroport de Siem Reap. Jeff avait fait le premier aéroport à Siem Reap. Et on discutait avec Vinci pour faire l'extension. Et personne n'avait d'expérience sur l'aéroport, d'architecture aéroportuaire au Cambodge. Moi, j'en avais parce que j'ai fait la tour de Noi Bai, la tour de contrôle de Noi Bai. J'ai fait ça en 2006 avec ADP à l'époque. Gros projet. Donc j'avais une expérience aéroportuaire. Donc on m'a proposé d'aller au Cambodge pour ce gros projet-là et puis pour développer un peu le Cambodge. Ça commençait à bouger. Et voilà, et je suis toujours résident au Cambodge d'ailleurs. J'habite toujours à Phnom Penh depuis. Puis j'ai développé les activités au Cambodge depuis 2012. Et aujourd'hui, ouais, on est à 80 là-bas. oui. Est-ce que tu travailles avec des gouvernements sur tes projets? Parce qu'on parle de projets d'ampleur. Et comment est-ce que tu fais pour fidéliser tes clients? Alors, est-ce qu'on travaille avec les gouvernements? Non. On a toujours identifié ça comme un gros risque. Aujourd'hui, oui, je travaille avec le gouvernement cambodgien notamment. Je travaille avec l'électricité du Cambodge. On est en train de faire l'extension de l'Assemblée nationale. On l'a gagné par concours. Heureusement d'ailleurs, ça nous a fait passer le Covid. Tout, pendant que tout le monde était bloqué, nous on dessinait l'extension de l'Assemblée nationale. C'était un gros contrat, donc c'était très bien. Et aujourd'hui, on travaille pour la tour des taxes aussi au Cambodge, mais c'est eux qui sont venus me chercher. C'est pas moi qui vais les chercher. Euh, Ça se passe très bien. Au Vietnam, on a toujours évité de travailler pour le gouvernement parce que c'est l'administration vietnamienne, c'est imbuvable. Hein. Ils ont hérité ça des Français. C'est pas le meilleur héritage qu'ils ont eu. Hein. C'est d'une complexité monstrueuse. Toujours aujourd'hui, hein, c'est toujours autant de papiers à signer. Bref. Donc non, on a toujours évité. Puis les honoraires sont contrôlés au Vietnam. Donc nous, on vit pas avec ces honoraires-là, quoi. Donc non, on a toujours mis à part les marchés publics.
Quand on travaille pour le gouvernement, c'est qu'il y a une demande de leur part ou qu'il y a un consortium qui fait qu'on n'est pas directement impliqué dans le projet. Voilà. Autrement, non, on évite. On travaille toujours pour les développeurs privés. Est-ce que tu peux m'expliquer qui sont tes clients et comment tu arrives justement à les fidéliser? Les clients au Vietnam et les clients au Cambodge, c'est différent. Les clients au Laos aussi. Les clients au Cambodge, c'est 80% d'étrangers. Le pays il est à peu près, on est un peu en retard par rapport au Vietnam, hein, dû à la guerre civile au Cambodge et le génocide, tout ça. Mais donc là, on commence à avoir des vrais groupes cambodgiens qui commencent à investir sur des gros projets comme Chipmunk, comme des groupes comme ça. Donc je commence à travailler aussi pour eux. Donc je commence aussi à avoir des clients cambodgiens. Donc là, la proportion commence à augmenter. Mais depuis 2000, enfin, en 2012, par exemple, j'avais 100% de mes clients étrangers. Donc c'était des investisseurs américains, singapouriens, coréens, japonais. J'ai bossé pour des japonais. On a fait un hôtel à Phnom Penh, le Emion Hotel, qui était un des clients japonais. J'ai fait le headquarter de Toyota, japonais aussi. Donc pas mal de japonais, singapouriens, français, américains pour l'industrie, allemands aussi, allemands. Donc beaucoup de clients étrangers et là de plus en plus de clients, de développeurs locaux. Ici au Vietnam, c'est différent. On a beaucoup plus Alors, dans le real estate, donc dans l'immobilier, c'est beaucoup de développeurs locaux. Dans l'industrie, c'est toujours des développeurs étrangers. Donc ici, c'est américain, indien, chinois. On travaille pour on a des clients chinois, malaisiens, à peu près toutes les nationalités qui investissent dans l'industrie ici. Euh, donc plutôt étrangers pour l'industrie, plutôt locaux pour la partie immobilier. Quel a été un des plus grands challenges que tu as rencontré sur ta carrière chez Archetype? Se faire payer. Non, ah si, c'est un challenge, hein, enfin, Oui, c'est un vrai faut bouffer, hein. une histoire marquante. Les clients locaux, comme c'est pas des développeurs avec beaucoup d'expérience, ils changent beaucoup d'avis, énormément d'avis. Et ça, c'est très difficile parce que quand tu impliques une méthode de création pour un bâtiment, et puis là, le client dit: Ah, ouais, je veux une autre option. Comment ça, une autre option? Il n'y a pas d'option dans l'architecture. C'est une méthode. Donc voilà, donc il a, c'est toujours s'adapter comme ça euh, aux desiderata de développeurs qui ne sont pas des développeurs, qui changent d'avis comme de chemise le matin. Et ça, c'est un peu dur à vivre pour un architecte parce que c'est assez démotivant en fait. C'est assez démotivant. D'ailleurs, euh, quand je suis parti au Cambodge, ça m'a fait du bien parce que j'avais trop de clients comme ça au Vietnam. À Hanoï, à l'époque, c'était énormément comme ça. Donc ça avançait pas, les projets n'avançaient pas, on refaisait, on refaisait, on refaisait. Puis les Vietnamiens n'aiment pas refaire en fait. Donc les clients ont pas d'avis, donc ils demandent toujours des options supplémentaires. Et puis mes architectes, ils aiment pas refaire en fait. Ils aiment pas non plus. Donc personne n'aimait en fait. Donc c'était pas un processus qui était, on va dire, euh, apprécié. Voilà. Ouais, je sais pas si c'était le plus gros challenge, mais oui, enfin, dans le processus de création et de construction, c'est assez frustrant. Tu parles du processus de création. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Toujours les gens, parce que le but de l'architecture, c'est quand même d'abriter des gens, hein. Là, on a un plafond au-dessus de nous et on marche sur un plancher, donc on bâtit pour les gens, on bâtit pour qui vivent mieux, qui s'abritent mieux et voilà, et qu'ils apprécient l'espace. Donc, d'où le rapport avec la cuisine, hein. C'est naturel de ça, d'être abrité. Quand il pleut, tu t'abrites. Donc, ça c'est quand tu veux être, enfin, c'est ça être architecte, c'est d'abord vouloir, enfin, travailler pour les autres et les abriter. Tu parles beaucoup de gens, d'écoute, de relations avec l'autre. Quand aujourd'hui, chez Archetype, comment tu fais pour utiliser tes valeurs et quelle vision tu as dans ton management? Utiliser mes valeurs, c'est par l'exemple. Si, si tes staffs voient que tu sais le faire, déjà, tu as gagné. Voilà. Après,
moi, j'ai ma façon de faire et j'ai jamais imposé ma façon de faire, jamais. On est tous différents et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain aussi, c'est la différence. Donc ça, faut pas l'effacer. Il faut pas que les gens soient pareils. Ça, c'est pas l'uniformité, la googlisation. Ça, je suis contre. C'est surtout pas ça. Il faut au contraire travailler sur quelle est la spécificité de chaque individu, voir ce qu'ils peuvent amener à l'entreprise et le développer et le mettre en avant. Et les aider pour qu'ils comprennent aussi ce qu'ils peuvent amener, où est-ce qu'ils sont bons, où est-ce qu'ils sont pas bons, comment ils peuvent s'améliorer. Donc c'est toujours une quête, une quête de la valeur qu'on peut amener à l'entreprise, quoi. Et moi, enfin, moi, pour moi, c'est une famille, hein, Archetype. C'est pas mes employés. On est tous dans la même barque. Hein. On n'est pas. Moi, je suis le boss parce que j'ai l'expérience et la bouteille, mais c'est pas. Euh, s'ils ont euh, une fibre managériale, vas-y, hein. Moi, je ferai autre chose. Hein. Je gratterai. Donc, je veux bien laisser le management aux gens capables. Il faut laisser les gens s'exprimer. Hein. C'est ça un peu le secret, quoi. On parle beaucoup de gens, l'importance aussi du réseau dans ce type de pays. J'ai vu que tu faisais partie de la CCI, tu es aussi CCE. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça impacte aujourd'hui ton activité? Alors, déjà au Cambodge, c'est très facile d'être en contact avec les gens du gouvernement. C'est des gens qui ont étudié à l'étranger, ils parlent souvent français, anglais, ils ont étudié ou en France, ou en Australie, ou aux États-Unis. Donc, c'est des gens qui sont très ouverts. Voilà. Donc, ce qui n'était pas le cas à Hanoï. Tu vas pas au ministère de la Construction et serrer les paluches et aller boire des cafés avec les directeurs des départements. Ça, c'est impensable. Au Cambodge, c'était possible. Donc, on a, à travers l'Eurocham, on avait un comité qui s'appelle toujours le Real Estate and Construction Committee. Aujourd'hui, je suis le chairman. Enfin, je suis chairman depuis 5 ans. J'étais vice chairman pendant 2 ans. Donc, ça fait 7 ans que je suis dans le comité exécutif de ce comité-là, qui est très actif. J'ai 52 membres. Donc l'Eurocham, c'est vraiment l'organisme européen qui agrège l'ensemble des chambres de commerce des différents pays. Comme, ouais, voilà. Et puis comme c'est un petit, comme le Cambodge est un petit pays, les chambres de chaque pays est pas très très, sauf la chambre française parce qu'on est beaucoup de Français. D'ailleurs, la moitié des membres de l'Eurocham du Cambodge, c'est la chambre française. Mais on préfère faire ça sous l'égide de la chambre européenne parce qu'on est plus nombreux, on est plus costaud, quoi. Donc voilà. Et puis bon, puis on est européen. Enfin, moi, je suis d'abord en Asie, je suis d'abord européen, et après je suis français, et après je suis du Lauragais. Enfin, tu vois, c'est pas, il y a toute une chaîne comme ça d'identification. Voilà, faut pas. Et donc on travaille. Donc moi, je travaille avec le ministère de la Construction depuis 7 ans. Je les aide sur les sous-décrets. On a mis en place ensemble la sécurité sur les chantiers, on a mis en place ensemble la plateforme pour les permis de construire, on a mis en place plein de choses. Donc on travaille en étroite relation avec le gouvernement. C'est une façon d'aider le secteur à évoluer dans le bon sens. J'ai pas pu faire ça au Vietnam. Et depuis que j'ai pris la direction d'Architecture du Vietnam, donc depuis 1 an et demi, je suis allé voir le Rothschild ici, ils n'avaient pas de secteur, ils n'avaient pas de comité construction, donc je l'ai créé. Et maintenant, je suis chairman aussi du secteur construction à le Rothschild ici. Et là, on existe depuis le 1er juillet cette année. Et on a déjà, tous les mois, il y a 2 membres qui arrivent. Donc on est déjà 16, je crois, 16 membres. Et donc, on met en place des groupes de travail. Donc c'est une façon pour moi aussi déjà de connaître la partie réglementaire et la partie de gouvernance de chaque pays, de m'impliquer. Puis bon, je commence à avoir de l'âge, donc j'essaie de faire profiter de mon expérience. Voilà, c'est aussi ça, c'est partager. On prend des VIE, on prend voilà. Donc c'est essayer de redonner un peu. Je commence à redonner. Enfin, en vieillissant, j'ai envie de redonner un peu ce que j'ai appris, euh, partager et puis que cet esprit-là, enfin, tout ce que j'ai appris, que ça serve en fait.
Et donc, je suis devenu CCE au Cambodge il y a 2 ans et demi aussi. Parce que c'est différent, c'est ça. Tu as la chambre du commerce française qui fait partie de l'Eurocham. C'est ce que tu viens d'expliquer. Et CCE, est-ce que tu peux Donc, expliquer ce qui est. une chambre de commerce, ça représente le secteur privé, d'accord, uniquement. La CCE, tu fais une application, tu donnes ton dossier et puis ils votent à l'Assemblée ta nomination, en fait. Et donc, on est amené, l'ambassade peut m'appeler en me disant sur le secteur de la construction, qu'est-ce qui se passe au niveau des permis, qui sont les élections. Donc, je suis un peu le relais du gouvernement français pour avoir des informations sur le secteur construction. C'est un peu ça l'idée d'être CC. Puis après, c'est aussi d'aider les entreprises françaises quand elles viennent dans le pays, à avoir un interlocuteur, voilà, qui est spécialiste de son secteur. Est-ce que tu as un conseil pour un architecte qui souhaite partir à l'international? Vas-y, va voir ailleurs ce qui se passe. Non, mais ça dépend de la personne. Il faut que la personne soit curieuse. En France, moi, les jeunes architectes que je croise, parce que j'en embauche, parce qu'il y en a qui viennent en VIE, parce qu'il y en a qui viennent en stage, je leur demande pourquoi ils veulent venir, en fait. Et, euh, et c'est un peu la même envie que moi j'avais il y a 27 ans. Voilà, c'est découvrir l'autre. Alors maintenant, il y a une autre dimension qui avait peut-être moins il y a 27 ans, c'est que déjà, bon, avec l'Internet, on est citoyen du monde. Voilà, ça, il y a 27 ans, on avait des fax, on avait des cartes papier. Enfin, voilà, c'était pas, on avait, c'était difficile. L'approche hein, pour enfin, se projeter sur un monde extérieur était beaucoup plus difficile. Il fallait une motivation différente qu'aujourd'hui. Un conseil à donner, part et puis voit ce qui se passe. Mais il faut pas, c'est pas la démarche n'est pas d'aller exporter ce qu'on a nous. C'est pas ça en fait. Ça, c'est l'erreur que certaines personnes, enfin, cette perception d'aller presque colonisatrice, j'allais dire. Ça, c'est une erreur totale. C'est pas ça. C'est l'inverse en fait. C'est aller écouter, voir ce qui se passe ailleurs, écouter. Et qu'est-ce que toi, dans ton approche, par ta culture, tu peux amener de différent et tu peux faire avancer les choses. C'est ça qui est intéressant. C'est le partage en fait. Si les gens s'ils partent pas pour partager, ça sert à rien. Donc il y a la découverte, mais il y a aussi le partage. Il faut vouloir partager. Et toi, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Écoute, observe. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne au quotidien? Il y a une expression laotienne que j'adore, c'est beau peignant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très dur à traduire. C'est on verra demain. C'est un peu ouais, bon, c'est pas grave. Ou la fatalité fera le reste. Ou je sais pas, il y a 10 milliards de façons de le traduire. Mais la façon elle est dite dans le quotidien et dans le travail, voilà, ouais, j'adore ça. Beau peignant. Relativiser. Relativiser, voilà. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas qui fait que ça va se faire. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. C'est indéfinissable. J'adore. Pas mal. Quel est ton indispensable? Alors, un indispensable pour moi, c'est une application, un outil, un livre, un média. Ça peut être un podcast, une émission que tu écoutes au quotidien et qui te permet, toi, de t'apprendre des choses. Moi, je lis beaucoup. Je suis un gros lecteur et je peux pas me passer de lecture, hein. C'est impossible pour moi de ne pas lire. Donc, je dirais la lecture. Est-ce que tu as des livres à nous recommander? Oui, énormément. Moi, je lis un peu de tout, donc non, je recommande. En fait, je suis pas là, c'est pas une émission littéraire, mais non, pareil, je découvre. J'aime bien découvrir des nouveaux auteurs. J'aime bien aussi. Moi, la lecture, ça me fait voyager. Parce que en fait, en France, on me dit ah, t'es un grand voyageur. Je dis ben non, je suis pas un grand voyageur. J'habite à Phnom Penh. J'habite à Phnom Penh. Je suis pas voyageur. J'habite ailleurs, c'est tout. Un voyageur, c'est pas ça. Un voyageur, c'est quelqu'un qui arrête pas de bouger. Je suis pas un voyageur, je suis pas un grand voyageur. Donc, la lecture me permet de voyager dans d'autres cultures, pareil, toujours cette envie de partage.
Donc ouais, la lecture. Un livre qui t'a fait le voyager, qui t'a... Ah, là où les tiques sont chez eux, merveilleux livre de Robles, je conseille. Tu voyages au Brésil, tu voyages dans le temps, c'est génial. Il y en a plein comme ça. Est-ce que tu as une personne à me recommander qui serait susceptible d'être intéressée pour participer à ce podcast, à venir partager son expérience? Bah, tu peux toujours discuter avec Jeff ou François Magnier qui ont eu un peu la même expérience que moi, et puis, mais différemment. Non, il y a plein de gens que je peux te recommander, bien sûr. Super. Où est-ce qu'on peut te contacter, Michel? Sur Telegram. Telegram, parfait. LinkedIn aussi? Oh, oui, LinkedIn, Telegram, ouais. Ouais, ouais. Ok, J'utilise les deux, super. Merci beaucoup, Michel, pour cet échange. avec plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou sur LinkedIn. Et n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles si cet épisode vous a plu sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des leaders sans frontières.